Psychologie de l'argent livre audio. Introduction. Ce livre, La psychologie de l'argent, explore pourquoi les gens prennent des décisions financières, bonnes ou mauvaises, et comment ces choix sont influencés par leurs émotions, leur passé et leur comportement. L'auteur, Morgan Housel, soutient que bien gérer son argent ne dépend pas seulement d'être intelligent ou de connaître des formules mathématiques complexes. Au contraire, c'est notre psychologie, nos sentiments, nos expériences, nos peurs et nos espoirs qui jouent le rôle principal. À travers 20 chapitres, il raconte des histoires simples mais puissantes pour montrer comment les gens pensent à l'argent et pourquoi ils agissent parfois de manière surprenante. Housel a commencé à écrire sur la finance en 2008, pendant la crise financière mondiale. À l'époque, les banques s'effondraient, les gens perdaient leur maison, et les experts ne savaient pas comment expliquer ce chaos. Cette crise a montré à l'auteur que l'argent n'est pas comme la physique, où des lois précises permettent de prédire ce qui va arriver. L'argent est un domaine humain, guidé par des émotions et des comportements imprévisibles. Par exemple, pendant la crise, certains investisseurs paniquaient et vendaient tout, tandis que d'autres achetaient à bas prix et devenaient riches. Ces différences ne venaient pas de leur intelligence, mais de leur façon de réagir au stress. Pour illustrer son idée, Housel raconte une histoire de ses années d'étudiant, quand il travaillait comme valet dans un hôtel de luxe à Los Angeles. Il a rencontré un homme d'affaires très riche, un génie qui avait inventé une partie de la technologie des routeurs Wi-Fi dans ses 20 ans. Cet homme avait créé plusieurs entreprises, les avait vendues pour des millions de dollars, et vivait une vie de luxe. Mais son comportement avec l'argent était étrange et immature. Il transportait une liasse de billets de $100, qu'il montrait à tout le monde, même à ceux qui s'en moquaient. Il se vantait sans arrêt, souvent en état d'ivresse, et agissait comme s'il voulait prouver quelque chose. Un jour, il a donné des milliers de dollars à un collègue de Housel en disant « Va à la bijouterie et achète-moi des pièces d'or de $1000 chacune. » Plus tard, cet homme et ses amis se sont amusés à jeter ces pièces dans l'océan Pacifique, riant et pariant sur celle qui irait le plus loin. Quelques jours après, il a cassé une lampe dans le restaurant de l'hôtel, qui coûtait $500. Quand le gérant lui a demandé de payer, il a sorti sa liasse, donné $5000 et dit « Maintenant, dégage, et ne m'insulte plus jamais comme ça. » Cet homme semblait tout avoir, mais Housel a appris plus tard qu'il avait tout perdu et fini ruiné. Cette histoire montre un point central du livre, même les gens très intelligents peuvent mal gérer leur argent s'ils ne contrôlent pas leurs émotions. À l'opposé, des personnes ordinaires, sans grande éducation, peuvent réussir grâce à des habitudes simples. Housel donne l'exemple de Ronald Read, un Américain qui travaillait comme garagiste et concierge dans le Vermont. Read vivait modestement, dans une petite maison mobile qu'il avait achetée pour $12 000 à 38 ans. Il portait des vêtements usés, conduisait une vieille voiture, et économisait chaque dollar possible. Il investissait son argent dans des actions d'entreprises solides, comme Procter & Gamble ou General Electric, et laissait ses investissements croître pendant des décennies. À sa mort en 2014, à 92 ans, Read a surpris tout le monde, il valait plus de $8 millions. Il a donné 2 millions à ses beaux-enfants et 6 millions à des œuvres de charité locales, comme un hôpital et une bibliothèque. Read n'avait pas gagné à la loterie ni hérité d'une fortune. Il avait simplement été patient, économe, et avait profité du temps pour faire croître son argent. En contraste, Housel raconte l'histoire de Richard Fuscon, un banquier brillant avec un MBA de Harvard et une carrière à Wall Street. Fuscon était vice-président de Merrill Lynch, où il dirigeait des opérations en Amérique latine. Il était admiré pour son intelligence et son intégrité. Dans ses 40 ans, il a pris sa retraite pour devenir philanthrope et passer du temps avec sa famille. Mais il a fait des erreurs financières graves. Il a emprunté énormément pour acheter une maison immense à Greenwich, Connecticut, de 18 000 pieds carrés, avec 11 salles de bain, 2 ascenseurs, 2 piscines, 7 garages, et une facture mensuelle de $90 000 pour l'entretien. Il possédait aussi une maison à Palm Beach. Quand la crise financière de 2008 a frappé, ses dettes l'ont écrasé. Il a perdu sa maison de Palm Beach, puis celle de Greenwich, vendue à 75% de sa valeur. Fuscon a déclaré faillite en 2010,
affirmant n'avoir aucun revenu ni actif. Ces deux hommes, Reed et Fuscon, illustrent une vérité essentielle: le succès financier dépend plus du comportement que de l'intelligence ou de l'éducation. Reed était patient, économe, et vivait simplement, ce qui lui a permis de construire une fortune. Fuscon était brillant, mais ses dépenses excessives et ses dettes l'ont ruiné. Cette différence est unique à la finance. Dans d'autres domaines, comme la médecine ou l'ingénierie, un concierge ne pourrait jamais surpasser un expert de Harvard. Mais en argent, c'est possible, car la psychologie joue un rôle central. Ouzel explique que son livre est basé sur des observations, pas sur des théories complexes. Il a passé des années à interviewer des investisseurs, à lire des livres d'histoire, et à analyser des données pour comprendre pourquoi les gens agissent ainsi avec leur argent. Il a aussi été influencé par la crise de 2008, qui a révélé des comportements irrationnels, comme des investisseurs vendant tout par panique ou des banquiers prenant des risques insensés. Le livre est divisé en 20 chapitres courts, chacun explorant une facette de la psychologie de l'argent. Ces chapitres peuvent être lus indépendamment, et l'auteur les a écrits pour être accessibles à tous, des débutants aux experts. Son but est de nous aider à prendre de meilleures décisions financières en comprenant nos comportements et ceux des autres. Chapitre 1. Personne n'est fou. Ce chapitre explique que personne ne prend des décisions financières folles. Chaque choix semble logique à la personne qui le fait, car il est basé sur son histoire personnelle, son environnement, et ses expériences. Nous sommes tous différents, et ce qui semble insensé pour l'un peut être parfaitement normal pour l'autre. Ouzel commence par une idée clé: nos décisions financières dépendent de notre passé. Par exemple, une personne née dans la pauvreté pense au risque et à la récompense différemment d'un enfant de banquier riche. Quelqu'un qui a grandi pendant une période de forte inflation, comme dans les années 1970 aux États-Unis, où les prix doublaient tous les 10 ans, voit l'argent comme quelque chose qui perd vite sa valeur. À l'opposé, une personne née dans les années 1990, quand l'inflation était faible, peut voir l'argent comme plus stable. Un courtier qui a tout perdu pendant la Grande Dépression de 1929, quand le chômage atteignait 25%, a une vision différente d'un jeune employé des années 1990, quand l'économie était en plein essor et le chômage était à 4%. Ces expériences façonnent nos croyances sur l'argent, et elles varient énormément d'une personne à l'autre. Pour illustrer, Ouzel donne l'exemple des billets de loterie aux États-Unis. Les Américains dépensent environ 80 milliards de dollars par an pour la loterie, plus que pour les films, les jeux vidéo, la musique, les événements sportifs, et les livres combinés. Ce sont surtout les plus pauvres qui achètent ces billets, dépensant en moyenne 412 dollars par an. Pourtant, une étude montre que 40% des Américains n'ont pas 400 dollars pour une urgence, comme une réparation de voiture ou une facture médicale. Cela semble illogique. Pourquoi dépenser autant pour une chance infime de gagner, environ 1 sur 300 millions? Ouzel explique leur raisonnement: on vit de salaire en salaire, on gagne 30 000 dollars par an, et on n'aura jamais de grosse augmentation. On ne peut pas se payer de vacances, une belle voiture, ou une maison dans un bon quartier. La loterie, c'est notre seule chance de rêver à cette vie. On paie pour un espoir, pas pour une probabilité. Ce choix n'est pas fou. Ils reflètent leur réalité, où les opportunités sont rares. Un autre exemple vient d'un commentaire sur un article du New York Times à propos des conditions de travail dans une usine en Chine, qui fabriquait des produits Apple. Un homme a écrit que sa tante, qui travaillait dans cette usine, trouvait cela mieux que son ancien métier de prostituée. Elle gagnait un petit salaire, travaillait 12 heures par jour, et vivait dans un dortoir bondé. Pour un Américain, ces conditions semblent atroces. Mais pour elle, c'était une amélioration, car son ancien métier était dangereux et humiliant. Cet exemple montre que nos jugements sur l'argent dépendent de notre point de vue. Ce qui semble inacceptable pour l'un peut être un progrès pour l'autre. Ouzel explique pourquoi l'argent est un sujet compliqué: c'est un domaine récent. Les concepts modernes, comme la retraite, les prêts hypothécaires, ou les investissements, n'existe que depuis quelques décennies. Avant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des Américains travaillaient jusqu'à leur mort. En 1900, l'espérance de vie était de 47 ans,
et les pensions n'existaient presque pas. La sécurité sociale, créée en 1940, offrait des pensions minuscules. Le premier chèque, donné à Idam et Fuller, était de 22,54 $, soit environ 416 $ d'aujourd'hui. Ce n'est qu'à partir des années 1980 que la retraite est devenue un droit attendu, grâce à des lois et des outils comme le 401K, 1978, ou le Roth IRA, 1998. Les prêts pour acheter une maison ou une voiture n'ont décollé qu'après 1945, avec des programmes comme le GI Bill, qui a aidé les vétérans à devenir propriétaires. Avant cela, les prêts étaient rares, et la plupart des gens payaient comptant ou louaient. Cette nouveauté explique pourquoi beaucoup de gens font des erreurs financières. Houzel compare cela aux chiens, domestiqués il y a 10 000 ans, qui gardent encore des instincts sauvages, comme chasser ou grogner. Les humains, avec seulement 20 à 50 ans d'expérience dans le système financier moderne, sont encore influencés par leurs émotions plus que par des faits. Par exemple, pendant la crise de 2008, beaucoup ont vendu leurs actions par peur, même si le marché a fini par remonter. Ces réactions viennent de nos instincts, pas de calculs rationnels. Houzel conclut en disant que comprendre les décisions financières des autres nous aide à mieux gérer notre argent. Au lieu de juger quelqu'un qui achète des billets de loterie ou qui épargne tout, nous devons voir que leurs choix sont basés sur leur histoire. Cela nous rend plus tolérants et nous pousse à réfléchir à nos propres décisions. Ce chapitre pose la base du livre. L'argent est un sujet humain, et nos comportements sont plus importants que nos connaissances. Chapitre 2, Chance et risque. Ce chapitre explore comment la chance et le risque influencent nos résultats financiers, souvent plus que nos efforts ou notre intelligence. Houzel les compare à des jumeaux, ils sont similaires, mais agissent dans des directions opposées. La chance peut vous propulser vers le succès, le risque peut tout détruire, et les deux sont hors de notre contrôle. Houzel commence avec l'histoire de Bill Gates, le fondateur de Microsoft. En 1968, Gates était lycéen à Lakesid, une école privée près de Seattle. Cette école était l'une des rares au monde à avoir un ordinateur, un télétype modèle 30 connecté à un mainframe General Electric. À l'époque, les ordinateurs étaient rares, même les universités n'en avaient pas d'aussi avancés. L'ordinateur de Lakesid a été acheté grâce à une collecte de fonds organisée par l'association des parents, qui a levé $3 000. Gates, alors âgé de 13 ans, a passé des heures à explorer cet ordinateur avec son ami Paul Allen. Il programmait tard le soir, le week-end, sans contrainte, car l'ordinateur était réservé à des projets libres. Ils ont appris à coder en basique, à déboguer des programmes, et à comprendre les systèmes informatiques. Cette expérience a donné à Gates une avance unique. Quand il a créé Microsoft avec Allen en 1975, il avait déjà 7 ans d'expérience en programmation, ce qui était exceptionnel à l'époque. Microsoft est devenue une des entreprises les plus puissantes du monde, valant aujourd'hui plus de 1 000 milliards de dollars. Gates a dit, sans Lakesid, il n'y aurait pas eu Microsoft. Mais Houzel raconte aussi l'histoire de Kent Evans, un autre lycéen de Lakesid, tout aussi talentueux que Gates et Allen. Evans était le meilleur élève de sa classe et partageait la passion de Gates pour les ordinateurs. Ensemble, ils ont créé un programme pour organiser les emplois du temps de l'école, une tâche complexe qu'ils ont réussi alors qu'ils étaient adolescents. Ce programme, écrit en basique, gérait les horaires des professeurs et des élèves, un exploit pour des lycéens. Evans et Gates étaient inséparables, parlant au téléphone pendant des heures, discutant de leurs rêves, devenir PDG, généraux, ambassadeurs. Ils étaient confiants et ambitieux. Mais Evans est mort dans un accident de montagne avant de terminer le lycée. Il escaladait une pente près de Seattle quand il a glissé et chuté. Aux États-Unis, il y a environ 36 morts par an dans des accidents d'alpinisme, soit une chance sur 1 million pour un lycéen. Gates a eu une chance sur 1 million d'aller à Lakesid, Evans a été victime d'un risque sur 1 million. Ces deux histoires montrent que la chance et le risque sont des forces puissantes. La chance a aidé Gates à devenir l'un des hommes les plus riches du monde, tandis que le risque a empêché Evans de réaliser son potentiel. Houzel insiste, on ne peut pas croire en la chance sans respecter le risque. Les deux sont liés,
Car le monde est trop complexe pour que nos actions contrôlent tout. Avec 7 milliards de personnes, des milliers de facteurs imprévisibles comme un accident, une rencontre, ou une opportunité peuvent changer notre vie. Cependant, la chance et le risque sont difficiles à accepter. Quand on juge le succès des autres, on préfère parler de talent ou de travail. Dire « il a eu de la chance » semble jaloux ou mesquin. De même, quand on échoue, on blâme la malchance plutôt que nos décisions. Ouzel cite une étude de l'économiste Robert Frank, qui montre que les frères riches ont plus de chances d'être riches que d'être grands ou gros. Pourquoi ? Parce que leur succès dépend du milieu où ils grandissent, une bonne école, des parents éduqués, des contacts. Pourtant, même les frères riches refusent d'admettre que la chance a joué un rôle. Ils disent « j'ai travaillé dur, j'ai pris des risques, j'ai mérité mon succès ». Ouzel donne un autre exemple, Cornelius Vanderbilt, un magnate des chemins de fer au XIXe siècle. Vanderbilt a construit un empire en contrôlant les transports aux États-Unis. Il ignorait souvent les lois, disant « Qu'est-ce que j'en ai à faire de la loi ? N'ai-je pas le pouvoir ?» Il soudoyait des politiciens, manipulait des concurrents, et prenait des risques énormes. Cela a fonctionné, et il est devenu l'un des hommes les plus riches de son époque, avec une fortune équivalent à 200 milliards de dollars aujourd'hui. On pourrait admirer son audace. Mais Ouzel pose une question, et si Vanderbilt avait été arrêté ? Et s'il avait échoué ? Son histoire aurait pu être celle d'un criminel raté. La ligne entre audace et imprudence est fine, et la chance décide souvent du résultat. Ouzel propose 2 conseils pour mieux gérer l'argent. Premièrement, soyez prudent quand vous admirez ou critiquez quelqu'un. Le succès n'est jamais entièrement dû au talent, et l'échec n'est pas toujours une faute. Par exemple, si 10 investisseurs deviennent milliardaires par pur hasard, on les admirera sans penser à la chance. Deuxièmement, concentrez-vous sur des modèles généraux, pas sur des cas extrêmes. Imiter Warren Buffett est difficile, car son succès inclut beaucoup de chance, comme naître au bon moment, 1930, et investir pendant une période de croissance économique. Mais apprendre que contrôler son temps rend plus heureux est une leçon générale que tout le monde peut appliquer. En reconnaissant la chance et le risque, on se concentre sur ce qu'on peut vraiment contrôler, comme économiser, investir régulièrement, et éviter les dettes. Chapitre 3 – Jamais assez. Ce chapitre explore pourquoi certaines personnes, même très riches, ne sont jamais satisfaites et prennent des risques inutiles pour avoir plus. Ouzel commence avec une anecdote racontée par John Bogle, le fondateur de Vanguard, une des plus grandes sociétés d'investissement au monde. Lors d'une fête organisée par un milliardaire à Shelter Island, l'écrivain Kurt Vonnegut dit à son ami Joseph Heller, l'auteur du roman Catch 22, que leur hôte, un gestionnaire de fonds spéculatifs, avait gagné plus en un jour que Heller avec son livre. Catch 22 était un best-seller, traduit dans des dizaines de langues, et adapté au cinéma, mais il n'avait pas rapporté autant que les profits quotidiens de ce milliardaire. Heller répond, oui, mais j'ai quelque chose qu'il n'aura jamais, assez. Cette réponse simple résume une vérité profonde, savoir se contenter de ce qu'on a est plus précieux que de toujours vouloir plus. Ouzel donne l'exemple de Raja Gupta, un homme né pauvre à Kolkata, en Inde. Son père était journaliste, sa mère enseignante, mais ils sont morts quand il était adolescent, le laissant orphelin. Malgré ses débuts difficiles, Gupta a excellé à l'école et a obtenu une bourse pour étudier à l'Indian Institute of Technology. Il est ensuite allé à Harvard, où il a décroché un MBA, puis il a rejoint MC Kinsey, une des entreprises de conseil les plus prestigieuses au monde. À 45 ans, il est devenu PDG de MC Kinsey, le premier non-américain à occuper ce poste. Il a ensuite travaillé avec l'ONU, le Forum économique mondial, et Bill Gates sur des projets philanthropiques, comme la lutte contre le VIH. Il siégeait au conseil d'administration de 5 grandes entreprises, dont Goldman Sachs et Procter & Gamble. En 2008, il valait environ 100 millions de dollars, une somme qui rapportait 6 cents $ par heure avec un rendement de 5%. Gupta avait tout, richesse, prestige, pouvoir, une famille heureuse. Mais il voulait plus. Il rêvait d'être milliardaire,
comme les magnats qu'il côtoyait chez Goldman Sachs, comme Lloyd Blankfein ou Gary Cohn. En 2008, pendant la crise financière, Goldman Sachs était en danger. Les banques s'effondraient, et Goldman avait besoin d'argent pour survivre. Warren Buffett a décidé d'investir 5 milliards de dollars pour sauver la banque, une nouvelle annoncée lors d'une réunion du conseil d'administration. Gupta, qui participait à cette réunion par téléphone, a appris cette information avant le public. 16 secondes après avoir raccroché, il a appelé Raj Rajaratnam, un gestionnaire de fonds spéculatifs qui dirigeait Galeon Group. Rajaratnam a acheté 175 000 actions de Goldman Sachs juste avant l'annonce. Quand la nouvelle de l'investissement de Buffett a été rendue publique, les actions ont grimpé de 7% et Rajaratnam a gagné $1 million en quelques heures. Les autorités ont découvert que Gupta donnait régulièrement des informations confidentielles à Rajaratnam, pour un total de $17 millions de profit. Gupta n'a pas reçu d'argent directement, mais il espérait des faveurs, comme une part dans le fonds de Rajaratnam. En 2012, Gupta et Rajaratnam ont été condamnés pour délit d'initié. Gupta a passé 2 ans en prison, payé $24 millions d'amende, et perdu sa réputation. Un autre exemple est Bernie Madoff, célèbre pour avoir orchestré la plus grande fraude Ponzi de l'histoire, qui a coûté $65 milliards à ses victimes. Mais avant cela, Madoff était un homme d'affaires légitime et prospère. Sa société, Bernard L. Madoff Investment Security, fondée en 1960, était un des plus grands courtiers en bourse aux États-Unis. En 1992, elle gérait 9% des transactions de la bourse de New York, avec un volume quotidien de $740 millions. Cette entreprise, qui exécutait des transactions rapidement et à bas coût, rapportait entre 25 et 50 millions de dollars par an. Madoff était déjà riche, respecté, et vivait dans un penthouse à Manhattan, avec des maisons à Montauk et Palm Beach. Il siégeait au conseil de la Nasdaq et était considéré comme un pionnier. Mais il a créé un système de Ponzi, promettant des rendements impossibles, 10 à 12% par an, même pendant les crises, à ses clients, qui incluaient des banques, des fonds de pension, et des célébrités. Sa fraude a été découverte en 2008, juste après l'affaire Gupta. Madoff a été condamné à 150 ans de prison, et sa famille a été dévastée, son frère a été emprisonné, sa femme a été ostracisée, et ses 2 fils sont morts, l'un par suicide, l'autre d'un cancer. Pourquoi Gupta et Madoff, qui avaient tout, ont risqué leur richesse et leur liberté pour gagner plus? Ouzel répond qu'ils n'avaient pas de notion des « assez ». Ils étaient devenus riches en travaillant dur, mais ils ne pouvaient pas s'arrêter. Ils voulaient atteindre un niveau supérieur, être parmi les élites, et prouver qu'ils étaient les meilleurs. Cette envie insatiable les a poussés à enfrecher la loi. Ouzel explique que ce n'est pas unique aux criminels. Beaucoup de gens riches prennent des risques inutiles pour avoir plus, que ce soit en investissant tout dans une seule action, en s'endettant pour un style de vie luxueux, ou en cherchant des raccourcis illégaux. Ouzel cite l'exemple de Long Term Capital Management, LTCM, un fonds spéculatif fondé en 1994 par des experts financiers, dont John Murray-Utter, ancien de Salomon Brothers, et 2 lauréats du prix Nobel d'économie, Myron Scholes et Robert Merton. LTCM utilisait des modèles mathématiques complexes pour parier sur les obligations. En 1997, le fonds valait $7 milliards et gérait 100 milliards avec des emprunts. Ces gestionnaires étaient déjà riches, certains valaient des centaines de millions. Mais ils voulaient plus. En 1998, une crise financière en Russie a fait s'effondrer leur pari, et LTCM a perdu $4,6 milliards en quelques semaines. Le fonds a fermé, et ses investisseurs ont tout perdu, même pendant un marché boursier en croissance. LTCM n'a pas respecté la règle de prudence, ne pas risquer ce qu'on a pour ce qu'on n'a pas besoin. Ouzel conclut que ne pas savoir dire « assez » est dangereux. Cela peut pousser à prendre des risques inutiles, à dépenser sans limite, ou à enfrecher la loi. Pour gérer son argent, il faut fixer une limite, accepter ce qu'on a, et protéger sa richesse. Cette satisfaction est plus précieuse que de chercher toujours plus, car elle donne la paix et la sécurité. Chapitre 4 : La magie des intérêts composés.
Ce chapitre explique comment les intérêts composés, la croissance de l'argent qui génère plus d'argent, peuvent transformer de petites économies en grandes fortunes. Ouzel insiste sur une idée simple, le temps est la clé. Plus vous laissez votre argent investi longtemps, plus il croît, même avec de petits montants. Ouzel revient sur l'histoire de Ronald Read, le concierge et garagiste du Vermont. Read n'avait pas un gros salaire. Il gagnait environ 40 000 $ par an, soit le revenu moyen d'un Américain dans les années 1980. Il vivait dans une maison mobile, payait 12 000 $ et conduisait une Toyota d'occasion. Il achetait ses vêtements dans des magasins discount et réparait lui-même sa maison et sa voiture. Mais il économisait une grande partie de son salaire, parfois 20 à 30% de ses revenus. Il investissait cet argent dans des actions d'entreprises solides, comme AT&T, General Electric, Procter & Gamble, ou Dow Chemical, qu'il achetait régulièrement et conservait pendant des décennies. Il ne touchait pas à ses investissements, laissant les dividendes, profits distribués par les entreprises, se réinvestir pour acheter plus d'actions. À sa mort en 2014, à 92 ans, Read valait 8 millions de $. Il a donné 2 millions à ses beaux-enfants et 6 millions à des œuvres de charité, comme l'hôpital de Brattleboro et la bibliothèque de Brooks Memorial. Sa fortune venait de 3 actions principales, qui représentaient 70% de son portefeuille, mais il n'a jamais essayé de « battre le marché ». Il a simplement été patient. Ouzel compare Read à Warren Buffett, un des investisseurs les plus riches du monde, qui valait 104 milliards de $ en 2020. Buffett est célèbre pour sa société Berkshire Hathaway, qui possède des actions dans Apple, Coca-Cola, American Express, et d'autres. Mais Buffett n'est pas seulement riche pour son intelligence. Il a commencé à investir à 11 ans, en 1941, en achetant 3 actions de Cities Service Preferred pour 114,75 $. Il a ensuite étudié avec Benjamin Graham, le père de l'investissement axé sur la valeur, et a perfectionné sa stratégie, acheter des entreprises solides à bas prix et les garder longtemps. En 2020, 99% de la fortune de Buffett venir de ses investissements après ses 50 ans, et 50% après ses 65 ans. Pourquoi? Parce que les intérêts composés ont besoin de temps. Par exemple, si vous investissez $1 à 8% par an, il devient $2 en 9 ans, $4 en 18 ans, $8 en 27 ans, et ainsi de suite. Buffett, qui a investi pendant 80 ans, a profité de cette croissance exponentielle. Ouzel explique comment les intérêts composés fonctionnent. Si vous mettez 1 000 $ dans un compte à 5% par an, vous avez 1 050 $ après un an. La deuxième année, vous gagnez 5% sur 1 050 $, soit 52,50 $, et ainsi de suite. Après 10 ans, vous avez environ 1 629 $, après 30 ans, 4 322 $, après 50 ans, 11 467 $. Plus le temps passe, plus la croissance s'accélère, car chaque dollar gagné génère plus de dollars. Ouzel donne un exemple historique. En 1801, le président américain Thomas Jefferson a investi 15 000 $ dans des obligations à 8%. En 1991, ces 15 000 étaient devenus 2,5 millions de $, grâce aux intérêts composés sur 190 ans. Mais les intérêts composés ne sont pas magiques. Ils demandent de la discipline, économiser régulièrement, investir dans des actifs qui croissent, comme des actions ou des fonds, et ne pas retirer l'argent. Ouzel insiste que n'importe qui peut en profiter, même avec peu. Par exemple, si un employé gagne 30 000 $ par an et économise 10%, 3 000 $, puis investit à 7% par an, il aura environ 87 000 $ après 20 ans, 432 000 $ après 40 ans. Cela ne demande pas un gros salaire, mais de la patience. Ouzel compare cela à la formation de la neige. Une petite boule de neige roulée sur une colline devient énorme si elle roule longtemps. Read a roulé sa boule pendant 60 ans, Buffett pendant 80 ans. La leçon est claire, commencez tôt, économisez régulièrement, et laissez le temps faire le reste. Ce n'est pas une question de génie, mais de discipline. Chapitre 5. Devenir riche vs rester d'autres.
Ce chapitre explique que devenir riche et rester riche sont deux compétences différentes. Devenir riche demande de prendre des risques pour obtenir des gains, comme investir dans des actions ou lancer une entreprise. Rester riche demande de protéger son argent avec prudence, comme éviter les dettes, diversifier les investissements et contrôler ses dépenses. Beaucoup de gens deviennent riches, mais peu restent riches, car ils ne maîtrisent pas cette seconde partie. Ouzel commence avec l'histoire de Jesse Livermore, un investisseur célèbre du début du XXe siècle. Livermore était un prodige des marchés. À 15 ans, il a quitté la ferme de ses parents pour devenir trader à Boston. Il pariait sur les prix des actions dans des bouquet shops, des bureaux de paris illégaux. En 1907, il a prédit une chute du marché et gagné 3 millions de dollars, environ 100 millions d'aujourd'hui, en un jour. En 1929, il a de nouveau profité du crash, portant sa fortune à 100 millions de dollars. Mais Livermore était impulsif. Il prenait des risques énormes, empruntait trop, et ne protégeait pas son argent. Il a fait faillite en 1934, puis encore en 1940. En 1940, ruiné et dépressif, il s'est suicidé. Livermore était brillant pour devenir riche, mais incapable de rester riche. Ouzel explique que devenir riche repose sur l'optimisme et la prise de risque. Par exemple, investir dans des actions demande de croire que l'économie va croître sur le long terme, même si les marchés chutent parfois. Lancer une entreprise exige du courage pour affronter l'échec. Mais rester riche demande l'opposé, la prudence et l'humilité. Ouzel cite Mike Tyson, qui a gagné 400 millions de dollars dans sa carrière, mais qui a fait faillite en 2003. Tout le monde pense qu'il peut gérer l'argent jusqu'à ce qu'il reçoive de l'argent. Tyson dépensait sans limite sur des manoirs, des voitures, et même des tigres de compagnie et n'a pas protégé sa richesse. Pour rester riche, Ouzel propose 3 stratégies. Premièrement, soyez humble. Le succès rend souvent arrogant, et les gens croient qu'ils sont invincibles. Mais l'économie est imprévisible, et la chance peut tourner. Deuxièmement, diversifiez vos investissements. Mettre tout dans une action, une entreprise, ou un bien immobilier est risqué. En 2008, beaucoup ont tout perdu en pariant sur l'immobilier. Un portefeuille diversifié, actions, obligations, fonds indiciels, réduit ce risque. Troisièmement, ayez une marge de sécurité. Gardez de l'argent liquide pour les urgences, évitez les dettes excessives, et planifiez que tout ne se passera pas comme prévu. Cette marge vous permet de survivre aux crises sans tout perdre. Ouzel donne l'exemple de la famille Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt a construit une fortune de 200 milliards de dollars, en dollars d'aujourd'hui, dans les chemins de fer. Mais ses descendants ont tout dépensé. En 1973, lors d'une réunion de 120 Vanderbilt, aucun n'était millionnaire. Ils avaient acheté des manoirs, organisé des fêtes extravagantes, et n'avaient pas protégé leur richesse. À l'opposé, des investisseurs comme Warren Buffett restent riches car ils vivent simplement, diversifient, et évitent les risques inutilisables. Ouzel conclut que devenir riche est passionnant, mais rester riche est plus important. Cela demande de contrôler ses émotions, de respecter le hasard, et de planifier pour l'avenir. Les gens qui maîtrisent les deux comme Buffett ou Ronald Read sont rares, mais leurs leçons sont à la portée de tous. Chapitre 6. Les gagnants. Ce chapitre explique que, dans les investissements, quelques choix gagnants peuvent faire toute la différence. La plupart des investissements donnent des résultats moyens, mais un petit nombre de succès extraordinaires appelés « gagnants » peuvent transformer une fortune. L'auteur, Morgan Ouzel, utilise des exemples concrets pour montrer que réussir en finance ne signifie pas tout faire parfaitement, mais plutôt accepter des échecs tout en cherchant ces rares opportunités qui changent tout. Ouzel commence avec une idée appelée la « loi des queues » ou « tail events » en anglais. Cela signifie qu'un petit nombre d'événements ou de décisions a un impact énorme, tandis que la majorité a peu d'effet. Par exemple, dans la nature, 80% de la pluie dans une région peut venir de 20% des jours de l'année. En finance, c'est pareil, 80% des profits d'un investisseur viennent souvent de 20% de ses investissements, voire moins.
Ouzel donne l'exemple de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus riches du monde, qui dirige Berkshire Hathaway. En 2020, Buffett valait environ 104 milliards de dollars. On pourrait penser qu'il a réussi grâce à des milliers de choix brillants, mais ce n'est pas le cas. La majorité de sa fortune vient d'un petit nombre d'investissements exceptionnels, comme Coca-Cola, American Express, Apple et Gecko. Sur les 400 à 500 entreprises dans lesquelles Buffett a investi depuis les années 1960, environ 10% ont généré 90% de ses gains. Les autres étaient moyens ou même des pertes, mais ces quelques « gagnants » ont tout changé. Pour illustrer, Ouzel raconte une histoire sur Berkshire Hathaway. En 1988, Buffett a acheté des actions de Coca-Cola pour 1,3 milliard de dollars. À l'époque, Coca-Cola était une entreprise solide, mais pas une star. Pourtant, cet investissement est devenu l'un des plus rentables de Buffett. En 2020, ses actions valaient plus de 20 milliards de dollars, et Berkshire recevait 704 millions de dollars de dividendes par an. Cet investissement représente une grande partie de la fortune de Buffett, mais il n'a pas eu besoin de réussir tous ses paris. Beaucoup de ses autres choix, comme investir dans des journaux ou des compagnies aériennes, ont été des échecs. Par exemple, en 2016, Buffett a investi dans 4 compagnies aériennes américaines, Delta, United, American, Southwest, mais il a vendu ses actions en 2020 avec des pertes, car la pandémie a frappé l'industrie. Ces échecs n'ont pas ruiné Buffett, car ses « gagnants » étaient assez puissants pour compenser. Ouzel explique que cette idée s'applique à tout le monde, pas seulement aux milliardaires. Par exemple, si vous investissez 10 000 $ dans un fonds indiciel qui suit le marché boursier, comme le S&P 500, la majorité des entreprises dans ce fonds donneront des résultats moyens. Mais quelques-unes, comme Apple ou Amazon, auront des performances incroyables qui feront croître votre argent. Entre 1980 et 2020, le S&P 500 a augmenté de 2300%, mais 40% de cette croissance venait de seulement 2% des entreprises. Cela montre que vous n'avez pas besoin de choisir les meilleures actions vous-même. En investissant dans un fonds diversifié, vous capturez ces « gagnants » sans deviner lesquels ils seront. Un autre exemple est le capital risque, où des investisseurs financent des startups. Ouzel cite Peter Thiel, un célèbre investisseur qui a cofondé PayPal. En 2004, Thiel a investi 500 000 $ dans Facebook, alors une petite start-up dirigée par Mark Zuckerberg, un étudiant de 19 ans. Cet investissement a rapporté 1 milliard de dollars quand Facebook est entré en bourse en 2012. Mais Thiel a aussi investi dans des centaines d'autres startups, dont la plupart ont échoué. Par exemple, il a financé Friendster, un réseau social précoce, qui a fermé en 2015. Ces échecs n'ont pas d'importance, car le succès de Facebook a plus que compensé. Dans le capital risque, 80% des fonds investissent dans des entreprises qui échouent, mais les 1% qui réussissent, comme Google ou Airbnb, génèrent des profits énormes. Ouzel donne un exemple historique, les pépites d'or en Californie dans les années 1840. Pendant la ruée vers l'or, des milliers de personnes ont cherché de l'or, mais seulement quelques-unes ont trouvé des pépites rares qui les ont rendues riches. La plupart ont trouvé de la poussière d'or, qui valait peu. En finance, c'est pareil, la plupart des investissements sont comme de la poussière, mais les rares pépites, les « gagnants », font la différence. Pour trouver ces pépites, il faut continuer à chercher, même si beaucoup de choix échouent. Mais il y a un piège, accepter les échecs. Ouzel explique que beaucoup de gens abandonnent après quelques pertes, pensant qu'ils ne sont pas bons en investissement. Pourtant, les échecs sont normaux. Même Buffett a perdu de l'argent sur des dizaines d'investissements. La clé est de ne pas tout perdre sur un seul pari. Si vous investissez tout dans une seule action et qu'elle chute, vous êtes ruiné. Mais si vous diversifiez en achetant un fonds indiciel ou plusieurs actions, une perte ne vous détruira pas, et vous aurez une chance de trouver un « gagnant ». Ouzel compare cela à un chercheur d'or qui creuse plusieurs trous, la plupart seront vides, mais un seul peut contenir une pépite. Ouzel conclut que, pour réussir en finance, il faut jouer longtemps et accepter les erreurs. Investissez régulièrement, diversifiez, et donnez du temps à vos placements pour trouver ces rares « gagnants ». Vous n'avez pas besoin d'être parfait,
juste persévérant. Cette stratégie est simple, mais puissante, et elle est à la portée de tous, pas seulement des experts comme Buffett. Chapitre 7. La liberté. Ce chapitre explore pourquoi l'argent est si important, il donne la liberté de contrôler sa vie. Ouzel soutient que le vrai pouvoir de l'argent n'est pas d'acheter des choses luxueuses, comme des voitures ou des maisons, mais de choisir comment vivre, avec qui, et quand. La liberté pouvoir dire non à ce qu'on n'aime pas et oui à ce qu'on aime est ce qui rend les gens heureux. Ouzel commence avec une étude de l'université d'Harvard, qui a suivi 724 hommes pendant 80 ans, depuis 1938. Cette étude, appelée Harvard Study of Adult Development, est l'une des plus longues sur le bonheur. Elle a montré que les relations avec la famille, les amis, les collègues sont la clé du bonheur, plus que l'argent ou la célébrité. Mais Ouzel ajoute que l'argent joue un rôle indirect, il donne la liberté de passer du temps avec les gens qu'on aime, dans des conditions qu'on choisit. Par exemple, quelqu'un qui déteste son travail, mais ne peut pas le quitter à cause des factures, n'a pas cette liberté. À l'opposé, quelqu'un qui a économisé assez peut dire « Je quitte ce travail, je passe plus de temps avec mes enfants, ou je voyage ». Ouzel raconte une histoire personnelle. Son père était médecin urgentiste dans un hôpital. Il aimait son métier, mais les horaires étaient épuisants, des nuits, des week-ends, des gardes de 24 heures. À 40 ans, il a décidé de changer de vie. Grâce à des années d'économie, il a pu arrêter de travailler aux urgences et ouvrir un cabinet privé, avec des horaires plus flexibles. Cette liberté lui a permis de passer plus de temps avec sa famille, d'entraîner l'équipe de baseball de son fils, et de vivre plus sereinement. Sans argent économisé, il aurait été coincé dans un travail stressant. Ouzel explique que son père n'était pas riche au sens des milliardaires, mais il avait assez pour choisir sa vie, ce qui est la vraie richesse. Ouzel donne un exemple plus large, les Américains modernes. Dans les années 1950, seulement 25% des ménages américains avaient un revenu suffisant pour vivre confortablement. En 2020, ce chiffre était de 60%. Pourtant, beaucoup de gens se sentent moins libres aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que leurs dépenses ont augmenté plus vite que leurs revenus. En 1950, une famille vivait avec une voiture, une petite maison, et peu de dettes. Aujourd'hui, les Américains ont des maisons plus grandes, 2 voitures, des abonnements à Netflix, des vacances coûteuses, et des prêts étudiants ou hypothécaires. Ces dépenses, souvent pour impressionner les autres, réduisent leur liberté. Ouzel cite une statistique, en 2020, 60% des Américains ne pouvaient pas payer une dépense imprévue de $1000 sans emprunter. Cela montre qu'ils n'ont pas de marge pour choisir leur vie. Un autre exemple est la consommation de luxe. Ouzel raconte l'histoire d'un homme qui a acheté une Ferrari pour $200 000. Il était fier, pensant que tout le monde l'admirerait. Mais il a vite réalisé que conduire une Ferrari attirait plus de jalousie que d'admiration, et que l'entretien coûtait une fortune. Cet homme a vendu la voiture après 1 an, disant « J'ai dépensé $200 000 pour me sentir mal à l'aise ». Ouzel explique que dépenser pour impressionner les autres est une prison, car on devient dépendant du regard des autres. La vraie liberté vient de l'argent non dépensé, celui qui reste sur un compte d'épargne ou dans des investissements car il donne des options pour l'avenir. Ouzel insiste sur l'importance d'économiser, même sans but précis. Par exemple, avoir $10 000 sur un compte peut permettre de quitter un travail toxique, de déménager, ou de prendre un congé pour se former. Cette épargne agit comme un coussin de sécurité, qui protège contre les surprises de la vie, comme une perte d'emploi ou une maladie. Ouzel cite une étude, les gens qui ont des économies sont 20% plus satisfaits de leur vie, car ils se sentent plus en contrôle. Il donne aussi l'exemple de Derek Sivers, un entrepreneur qui a vendu sa start-up, CD Baby, pour $22 millions en 2008. Sivers vivait simplement, avec peu de dépenses. Après la vente, il a mis l'argent dans un fonds indiciel et a continué à vivre modestement. Cet argent lui a donné la liberté de voyager, d'écrire un livre, et de lancer de nouveaux projets sans pression financière. Sivers a dit, « L'argent ne sert pas à acheter des choses, mais à acheter du temps ». Ouzel explique que cette liberté est plus précieuse que n'importe quel objet. Ouzel conclut que l'objectif de l'argent devrait être la liberté, pas la richesse pour la richesse. Économiser, même de petites sommes,
et investir pour le long terme donne cette liberté. Cela ne demande pas un gros salaire, mais de la discipline pour vivre en dessous de ses moyens et garder une marge pour l'avenir. La vraie richesse, c'est pouvoir dire « Je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux ». Chapitre 8 – Le paradoxe de la voiture. Ce chapitre explore pourquoi les gens dépensent de l'argent pour impressionner les autres, et pourquoi cela ne fonctionne presque jamais. Houzel appelle cela le « paradoxe de la voiture ». Vous achetez une belle voiture pour être admiré, mais les autres s'en fichent, ou pire, ils vous jugent. Houzel commence avec une anecdote. Quand il avait 20 ans, il rêvait d'acheter une BMW. Il travaillait comme valet dans un hôtel de luxe et voyait des clients arriver dans des voitures de sport. Il pensait qu'une BMW lui donnerait du prestige, que les gens le respecteraient plus. Mais un jour, un client est arrivé dans une vieille Honda Civic, usée et cabossée. Cet homme était un milliardaire, connu pour sa simplicité. Houzel a réalisé que les gens riches n'ont pas besoin d'impressionner avec des voitures, car leur richesse est ailleurs dans leurs comptes bancaires, leurs investissements, leur liberté. Cette leçon a changé sa vision. Dépenser pour impressionner est une perte de temps. Houzel explique pourquoi nous voulons impressionner. C'est une question de psychologie. Les humains sont sociaux, et nous voulons être acceptés par les autres. Dans le passé, montrer sa richesse avec des bijoux, des vêtements, ou une grande maison signalait qu'on était puissant ou digne de respect. Aujourd'hui, c'est pareil, mais avec des voitures, des montres Rolex, ou des sacs de marque. Le problème, c'est que les autres ne s'en soucient pas autant qu'on le pense. Houzel cite une étude, 80% des gens ne remarquent pas les marques de vêtements ou d'accessoires des autres, et ceux qui le font jugent souvent négativement, pensant que c'est de la vanité. Il donne l'exemple d'un jeune avocat qu'il a rencontré. Cet avocat gagnait 150 000 $ par an, un bon salaire, mais il dépensait tout pour impressionner ses collègues. Il avait une montre Patek Philippe à 50 000 $, un costume sur mesure à 5 000 $, et louait une Mercedes à 1500 $ par mois. Il vivait dans un petit appartement et n'avait pas d'économie, car tout son argent allait dans ses objets. Il pensait que ses dépenses lui donnaient du prestige, mais ses collègues s'en moquaient, et certains le trouvaient prétentieux. Houzel explique que cet avocat était prisonnier du « paradoxe de la voiture », il dépensait pour être admiré, mais il obtenait l'opposé. Houzel raconte une autre histoire, celle d'un homme qui a acheté une maison de 3 millions de $ dans une banlieue chic. Cet homme voulait montrer qu'il avait réussi, mais il a vite réalisé que ses voisins des médecins, des avocats, des entrepreneurs avaient des maisons encore plus grandes. Il s'est senti inférieur et a voulu une maison encore plus chère, s'endettant davantage. Houzel appelle cela la « roue du hamster », on dépense pour impressionner, mais il y a toujours quelqu'un avec plus, et on ne s'arrête jamais. La solution, selon Houzel, est de chercher le respect autrement. Les gens admirent ceux qui sont gentils, généreux, ou talentueux, pas ceux qui affichent leur richesse. Par exemple, Houzel cite Warren Buffett, qui vit dans la même maison depuis 1958, achetée pour 31 500 $, environ 300 000 $ aujourd'hui. Buffett conduit une Cadillac d'occasion et mange au McDonald's. Il est l'un des hommes les plus respectés, non pas pour ce qu'il possède, mais pour sa sagesse et sa philanthropie. Houzel raconte aussi l'histoire d'un collègue qui a donné 500 $ à une association caritative lors d'un dîner. Ce geste, discret, a impressionné tout le monde plus qu'une montre de luxe. Houzel conclut que l'argent dépensé pour impressionner est gaspillé. La vraie richesse est invisible, c'est l'argent économisé, investi, ou utilisé pour gagner du temps et de la liberté. Au lieu d'acheter une belle voiture, mettez cet argent dans un fonds indiciel ou un compte d'épargne. Cela ne vous donnera pas l'admiration immédiate, mais ça vous donnera quelque chose de mieux, l'indépendance. Chapitre 9 – La richesse invisible. Ce chapitre explique que la vraie richesse n'est pas ce qu'on voit, les voitures, les maisons, les bijoux, mais ce qu'on ne voit pas, l'argent économisé, investi, ou non dépensé. Houzel soutient que les gens qui semblent riches ne le sont pas toujours, car ils dépensent tout pour montrer leur succès. À l'opposé, ceux qui vivent simplement, mais ont des économies et des investissements,
sont souvent beaucoup plus riches. Ouzel commence avec l'histoire de Ronald Read, déjà mentionné dans l'introduction. Read était concierge et garagiste, vivait dans une maison mobile, et conduisait une vieille voiture. Personne ne pensait qu'il était riche. Mais à sa mort en 2014, il valait 8 millions de dollars, grâce à des décennies d'économie et d'investissement. Read est un exemple de « richesse invisible », son argent était dans des actions, pas dans des objets voyants. Ouzel contraste Read avec un homme qu'il a rencontré à Los Angeles, un promoteur immobilier qui conduisait une Ferrari, portait des costumes de luxe, et vivait dans une maison de 5 millions de dollars. Cet homme semblait riche, mais il avait 4 millions de dollars de dettes et aucun investissement. Un jour, il a admis à Ouzel, « Je suis fauché, je dois 200 000 dollars à ma carte de crédit. » Cet homme n'était pas riche, il jouait un rôle. Ouzel explique pourquoi la richesse invisible est puissante. L'argent non dépensé donne de la sécurité et de la flexibilité. Par exemple, si Read avait perdu son travail, il avait assez d'économies pour vivre des années sans problème. L'homme à la Ferrari, lui, était à un salaire près de la faillite. Ouzel cite une statistique, en 2020, 50% des Américains avaient moins de dettes que d'économies, et 20% n'avaient aucun compte bancaire. Ces gens vivaient souvent au-dessus de leurs moyens, dépensant pour imiter un style de vie riche. À l'opposé, ceux qui économisent même s'ils gagnent peu ont une vraie richesse, car ils ont des options. Ouzel donne un exemple personnel. Quand il a acheté sa maison, il a choisi une maison modeste, bien en dessous de ce que la banque lui offrait comme prêt. Il a payé une grande partie en liquide, grâce à ses économies. Ses amis ont trouvé ça bizarre, pourquoi pas une maison plus grande? Tu peux te le permettre. Mais cette décision lui a donné une tranquillité d'esprit. Sans grosse dette, il pouvait perdre son emploi ou avoir une urgence sans paniquer. Cette richesse invisible, l'argent non dépensé pour la maison était plus précieuse qu'une maison qui impressionne. Ouzel raconte aussi l'histoire de James Simons, un mathématicien qui a créé Renaissance Technologies, un fonds spéculatif qui a généré 100 milliards de dollars de profit depuis 1988. Simons est milliardaire, mais il vit simplement, avec des jeans et des pulls. Il ne dépense pas pour montrer sa richesse, car son argent est investi dans son fonds et des œuvres philanthropiques. Ouzel compare Simons à des célébrités comme Nicolas Cage, qui a gagné 150 millions de dollars, mais a fait faillite en 2009 après avoir acheté 15 maisons, un château, et des objets comme une tête de dinosaure. Cage semblait riche, mais sa richesse était visible et fragile. Ouzel explique que la société encourage la richesse visible. Les médias montrent des stars avec des jets privés, les réseaux sociaux mettent en avant des influenceurs avec des sacs Chanel, et la publicité nous dit qu'une belle voiture est un signe de succès. Mais cette culture est un piège. Ouzel cite une étude, les gens surestiment la richesse des autres en fonction de leurs dépenses. Par exemple, si votre voisin a une nouvelle piscine, vous pensez qu'il est riche, même s'il s'est endetté pour le payer. À l'inverse, quelqu'un comme Read, avec des millions en banque, passe inaperçu. Ouzel conclut que la vraie richesse est un état d'esprit. Il faut arrêter de comparer ses possessions à celles des autres et se concentrer sur ses économies et ses investissements. Chaque dollar économisé est un pas vers la liberté, car il donne la sécurité et des options pour l'avenir. La richesse invisible est plus difficile, elle demande de la discipline et de la patience, mais c'est la seule qui dure. Chapitre 10 – Économiser. Ce chapitre insiste sur l'importance d'économiser, même sans raison précise. Ouzel explique que l'épargne n'est pas juste pour acheter des choses, mais pour se protéger contre les imprévus et gagner de la liberté. Économiser ne dépend pas seulement de votre salaire, mais de votre attitude, vivre en dessous de ses moyens, quoi qu'il arrive. Ouzel commence avec une idée surprenante, le salaire n'est pas le plus important. Deux personnes qui gagnent 100 000 dollars par an peuvent avoir des vies financières totalement différentes. L'une économise 20 000 dollars par an, investit, et devient riche sur 30 ans. L'autre dépense 90 000 dollars pour un style de vie luxueux et n'a rien à la fin. Ouzel cite une étude, en 2020, 30% des Américains qui gagnaient plus de 100 000 dollars vivaient de salaire en salaire,
sans économie. À l'opposé, 20% de ceux qui gagnaient moins de 30 000 $ avaient des économies supérieures à leur revenu mensuel. Cela montre que l'épargne est une question de comportement, pas de revenu. Ouzel donne l'exemple de Ronald Read, encore lui. Read gagnait environ 40 000 $ par an, mais il économisait 30 à 40% de son salaire. Il vivait simplement, sans dette, et mettait son argent dans des actions. À sa mort, il valait 8 millions de dollars. À l'inverse, Ouzel raconte l'histoire d'un dentiste qui gagnait 200 000 $ par an. Ce dentiste avait une maison de 2 millions de dollars, 2 voitures de luxe, et envoyait ses enfants dans des écoles privées. Mais il n'avait que 5 000 $ d'économie et 300 000 $ de dette. Quand il a eu une urgence médicale, il a dû emprunter à sa famille. Read, avec un salaire 5 fois plus petit, était plus riche, car il économisait. Ouzel explique pourquoi économiser est si puissant. Premièrement, cela protège contre les surprises. La vie est imprévisible, une perte d'emploi, une maladie, une voiture cassée, ou une crise comme celle de 2020 peuvent arriver. En 2020, 25% des Américains ont perdu leur emploi ou une partie de leurs revenus à cause de la pandémie. Les gens qui avaient des économies ont mieux géré, tandis que ceux sans économie ont dû s'endetter ou vendre des biens. Ouzel cite une statistique, 60% des Français ne peuvent pas payer une dépense imprévue de 1 000 $ sans emprunter. Avoir un coussin, même petit, fait une différence énorme. Deuxièmement, économiser donne de la liberté. Ouzel raconte l'histoire d'une femme nommée Sarah, qui travaillait comme ingénieure dans une grande entreprise. Elle détestait son travail, car son patron était autoritaire, et elle travaillait 60 heures par semaine. Mais Sarah avait économisé 50 000 $ sur 5 ans, en vivant modestement. Un jour, elle a quitté son emploi, a déménagé dans une ville moins chère, et a lancé sa propre entreprise. Sans ses économies, elle n'aurait pas pu. Ouzel explique que l'épargne permet de dire non à ce qu'on n'aime pas, un travail, une ville, une situation, et de choisir ce qu'on veut. Ouzel donne un exemple historique, la Grande Dépression des années 1930. Pendant cette crise, le chômage a atteint 25%, et beaucoup de gens ont tout perdu. Mais ceux qui avaient économisé, même de petites sommes, ont mieux survécu. Par exemple, des familles qui avaient 500 $ en banque, environ 10 000 $ aujourd'hui, pouvaient payer leur loyer et acheter de la nourriture, tandis que d'autres étaient expulsés. Ouzel compare cela à un filet de sécurité. L'épargne ne vous rend pas riche, mais elle vous garde en vie pour continuer. Ouzel insiste pour qu'on économise sans attendre. Beaucoup de gens disent « j'économiserai quand j'aurai un meilleur salaire » ou « j'attends de payer mes dettes ». Mais Ouzel soutient que c'est une erreur. Il cite une règle simple, dépensez moins que vous gagnez, toujours. Par exemple, si vous gagnez 3 000 $ par mois, vivez avec 2500 $ et économisez 5 cents dollars. Même 50 $ par mois, investis à 7% sur 30 ans, deviennent 61 000 $. Ouzel donne l'exemple d'un employé de supermarché qui a économisé 100 $ par mois. Pendant 40 ans. À la retraite, il avait 500 000 $, assez pour vivre confortablement. Ouzel conclut que l'épargne est la base de la richesse. Cela ne demande pas un gros effort, mais de la discipline pour vivre simplement et penser à l'avenir. Chaque dollar économisé est une brique pour construire une maison solide, sécurité, liberté, option. La vraie richesse commence par dire « Je garde cet argent pour moi, pas pour le monde extérieur ». Chapitre 11 – Raisonnable, pas rationnel. Ce chapitre explique que les décisions financières ne doivent pas toujours être parfaitement logiques ou mathématiques. Parfois, il est plus important d'être raisonnable, de choisir ce qui nous aide à dormir tranquillement que d'être rationnel, c'est-à-dire de maximiser chaque euro. Morgan Ouzel montre que nos émotions et notre besoin de sécurité influencent nos choix, et c'est normal. Ouzel commence par raconter une décision personnelle. Quand il a acheté sa maison, il a choisi de payer une grande partie en liquide, sans prendre un gros prêt bancaire. D'un point de vue rationnel, c'était une mauvaise idée. Les taux d'intérêt étaient bas, autour de 3% par an, et il aurait pu emprunter à peu de frais,
puis investir cet argent dans des actions, qui rapportent en moyenne 7% par an. En payant en liquide, il a perdu cet argent qu'il aurait pu investir. Mais Ouzel explique pourquoi il l'a fait, ne pas avoir de dette lui donnait une tranquillité d'esprit. Il pouvait perdre son emploi ou affronter une crise sans craindre de ne pas payer son prêt. Cette décision n'était pas rationnelle, mais raisonnable, car elle correspondait à ses besoins émotionnels. Ouzel compare cela à une règle générale: en finance, ce qui vous aide à dormir la nuit est souvent mieux que ce qui semble parfait sur papier. Par exemple, beaucoup de gens gardent une partie de leur argent en liquide, sur un compte d'épargne, même si ce compte rapporte presque rien, 0,5% par an. D'un point de vue rationnel, ils devraient tout investir dans des actions ou des fonds indiciels pour gagner plus. Mais le liquide leur donne un sentiment de sécurité, une marge pour les imprévus, comme une facture médicale ou une perte d'emploi. Cette sécurité vaut plus que quelques pourcents de rendement. Il donne l'exemple d'un ami, un ingénieur qui gagnait 120 000 $ par an. Cet homme économisait 20% de son salaire, mais il refusait d'investir en bourse, car il avait vu ses parents perdre de l'argent pendant la crise de 2008. Il gardait tout sur un compte d'épargne. Ses collègues lui disaient: « Tu perds de l'argent à cause de l'inflation. » Mais pour lui, la sécurité était plus importante que les gains. Ouzel explique que cet ingénieur n'était pas irrationnel, il faisait un choix raisonnable basé sur son histoire et ses peurs. Ouzel raconte une autre histoire, celle d'un investisseur célèbre, Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett. Graham était un génie des finances, connu pour son livre L'investisseur intelligent. Il enseignait une approche rationnelle: acheter des actions sous-évaluées et les vendre quand elles atteignent leur vraie valeur. Mais Graham a aussi dit quelque chose de surprenant: le plus grand ennemi de l'investisseur, c'est lui-même. Même lui, un expert, savait que les émotions peur, avidité, panique peuvent pousser à des décisions non rationnelles. Par exemple, pendant un krach boursier, un investisseur rationnel achète des actions à bas prix, mais un investisseur raisonnable peut préférer attendre, par peur de perdre plus. Ce choix n'est pas optimal, mais il protège sa santé mentale. Ouzel explique que la finance est différente des sciences comme la physique. En physique, 2 plus 2 égale 4, toujours. En finance, 2 plus 2 peut donner 22, ou 0, selon les émotions et les circonstances. Par exemple, pendant la bulle Internet des années 1990, des actions d'entreprises sans profit valaient des milliards, car les investisseurs étaient euphoriques. En 2008, ces mêmes actions valaient presque rien, car tout le monde paniquait. Ces hauts et ces bas ne sont pas rationnels, mais ils sont humains. Un autre exemple est celui des investisseurs institutionnels, comme les fonds de pension. Ces fonds embauchent des experts avec des doctorats en finance pour maximiser leur rendement. Mais même eux ne sont pas toujours rationnels. En 2008, beaucoup ont vendu leurs actions au pire moment, par peur, perdant des milliards. Ouzel cite une étude: entre 1984 et 2020, les investisseurs individuels ont gagné en moyenne 5% par an en bourse, contre 7% pour les fonds indiciels, car ils achetaient et vendaient au mauvais moment, poussés par leurs émotions. Ouzel conclut que l'objectif n'est pas d'être un robot qui calcule tout parfaitement. Il faut trouver un équilibre, prendre des décisions qui ont du sens financièrement, mais qui respectent aussi nos besoins émotionnels. Par exemple, garder 10% de son argent en liquide peut sembler non rationnel, mais si cela vous aide à rester calme pendant une crise, c'est une bonne décision. Être raisonnable, c'est choisir une stratégie que vous pouvez suivre sur le long terme, sans stress ni regret. Chapitre 12, Surprise. Ce chapitre explore pourquoi l'avenir financier est imprévisible. Ouzel explique que l'histoire économique est pleine de surprises, des événements que personne n'avait prévus et qu'il faut s'y préparer en économisant et en diversifiant ses investissements. Essayer de prédire l'avenir est souvent une perte de temps. Ouzel commence avec une anecdote historique, la Seconde Guerre mondiale. En 1939, personne ne pensait que les États-Unis entreraient en guerre. L'économie américaine était encore faible après la Grande Dépression, avec 17% de chômage. Mais en 1941, l'attaque de Pearl Harbor a tout changé. Les États-Unis sont devenus une superpuissance industrielle,
produisant des avions, des chars, et des navires à une vitesse incroyable. Entre 1940 et 1945, la production industrielle a doublé, et le chômage est tombé à 2%. Cette transformation était une surprise totale, même pour les experts. Ouzel donne un autre exemple, l'essor d'Internet. En 1990, Internet était un outil obscur, utilisé par quelques chercheurs. En 1995, seulement 0,4% de la population mondiale était connectée. Mais en 2000, des entreprises comme Amazon et Google ont commencé à dominer, et aujourd'hui, plus de 60% des gens utilisent Internet. Personne n'avait prévu cette révolution. En 1998, un économiste célèbre, Paul Krugman, a écrit qu'Internet aurait moins d'impact que le fax. Il s'est trompé, car les surprises sont normales en économie. Ouzel explique pourquoi l'avenir est si difficile à prévoir. L'économie est un système complexe, avec des milliards de personnes, des milliers de facteurs, politiques, technologies, nature, et des interactions imprévisibles. Par exemple, en 2007, peu de gens ont vu venir la crise financière de 2008. Les prix des maisons montaient depuis 20 ans, et les experts pensaient que cela continuerait. Mais des prêts risqués, appelés subprimes, ont créé une bulle qui a éclaté, faisant perdre 8 000 milliards de dollars aux Américains. Même Alan Greenspan, président de la Réserve fédérale, a admis « Nous n'avions rien vu venir ». Ouzel raconte une histoire amusante sur les prévisions. En 1960, un magazine a demandé à des experts de prédire l'an 2000. Ils ont imaginé des voitures volantes, des villes sous-marines, et des robots domestiques. Mais personne n'a prévu les ordinateurs personnels, les smartphones, ou les réseaux sociaux, qui ont transformé le monde. Ouzel cite un historien, Yuval Noah Harari, qui dit « L'avenir est comme une rivière, on peut voir le courant, mais pas les rochers en dessous. On peut deviner les grandes tendances, comme la croissance économique, mais pas les détails. » Ouzel donne un exemple personnel. En 2007, il a commencé à écrire sur la finance. Il pensait que l'économie suivrait des cycles prévisibles, des hausses, des baisses, puis des reprises. Mais il a vite réalisé que chaque crise était différente. En 2020, la pandémie de Covid-19 a fermé l'économie mondiale, un événement sans précédent. Les marchés boursiers ont chuté de 30% en un mois, puis ont rebondi de 40% en 6 mois, malgré le chômage et les fermetures. Personne n'avait prévu ce scénario. Pour gérer ces surprises, Ouzel propose 3 conseils. Premièrement, économiser pour les imprévus. Par exemple, avoir 3 à 6 mois de dépenses en liquide protège contre une perte d'emploi ou une crise. Deuxièmement, diversifier vos investissements. Si vous mettez tout dans une seule action, une surprise comme une faillite peut tout détruire. Un fonds indiciel, qui suit des centaines d'entreprises, réduit ce risque. Troisièmement, accepter l'incertitude. Ouzel cite l'investisseur Peter Bernstein, le risque signifie que plus de choses peuvent arriver que prévu. Au lieu de chercher à tout prévoir, préparez-vous à l'inattendu. Ouzel conclut que les surprises font partie de la finance. Les investisseurs qui réussissent, comme Warren Buffett, ne devinent pas l'avenir. Ils construisent des portefeuilles solides, économisent, et restent patients, peu importe ce qui arrive. Cette approche est simple, mais elle fonctionne, car elle accepte que l'avenir est une rivière pleine de rochers. Chapitre 13, Marge d'erreur. Ce chapitre explique l'importance d'avoir une marge d'erreur en finance. Une marge d'erreur, c'est prévoir que les choses peuvent mal tourner et se protéger pour éviter la catastrophe. Ouzel montre que, dans un monde imprévisible, cette marge est essentielle pour rester dans le jeu financier sur le long terme. Ouzel commence avec une analogie, conduire une voiture. Quand vous conduisez, vous laissez de l'espace entre vous et la voiture devant, au cas où elle freinerait soudainement. Cette distance est une marge d'erreur. En finance, c'est pareil. Vous ne pouvez pas tout prévoir, une crise, une dépense, une erreur, donc vous devez laisser de l'espace pour absorber les chocs. Par exemple, si vous investissez tout votre argent dans une seule action, vous n'avez aucune marge, si l'action chute, vous perdez tout.
Mais si vous diversifiez et gardez du liquide, vous avez une marge pour survivre. Ouzel donne l'exemple de la NASA. En 1969, la mission Apollo 11 a envoyé des astronautes sur la Lune. Tout devait être parfait, car une petite erreur pouvait tuer l'équipage. La NASA a construit des marges d'erreur partout, des réservoirs d'oxygène supplémentaires, des ordinateurs de secours, des plans pour chaque problème possible. Quand Apollo 13 a eu une explosion en 1970, ces marges ont sauvé l'équipage. En finance, il faut faire pareil. Par exemple, si vous pensez avoir besoin de 1 000 $ par mois à la retraite, planifiez pour 1 200 $, au cas où les prix augmentent ou vous avez des frais médicaux. Ouzel raconte l'histoire de Long Term Capital Management, LTCM, déjà mentionné dans le chapitre 3. LTCM était un fonds spéculatif géré par des génies, dont 2 prix Nobel d'économie. Ils utilisaient des modèles mathématiques pour parier sur les obligations, avec des rendements de 40% par an. Mais ils n'avaient aucune marge d'erreur. Ils empruntaient 100 $ pour chaque dollar investi, ce qui amplifiait leurs gains, mais aussi leurs pertes. En 1998, une crise en Russie a fait s'effondrer leurs paris. LTCM a perdu 4,6 milliards de dollars en quelques semaines, et a fermé. Ouzel explique que leur erreur n'était pas leur calcul, mais leur manque de marge, ils n'avaient rien prévu pour une surprise. Un autre exemple est celui des ménages américains. En 2020, 40% des Américains avaient des dettes de cartes de crédit, avec un solde moyen de 6 200 $. Beaucoup vivaient sans marge, ils dépensaient tout leur salaire, voire plus, sans économie. Quand la pandémie a frappé, ceux sans marge ont dû emprunter ou vendre des biens. À l'opposé, ceux avec des économies même 2 000 $ avaient une marge pour payer leurs factures. Ouzel cite une étude, avoir une marge d'épargne réduit le stress financier de 50%. Ouzel propose 3 façons de créer une marge d'erreur. Premièrement, garder du liquide. Par exemple, avoir 3 mois de dépenses en banque protège contre une urgence. Deuxièmement, éviter les dettes excessives. Une dette de 5 cents $ par mois réduit votre marge, car vous devez la payer, peu importe ce qui arrive. Troisièmement, planifier pour le pire. Par exemple, si vous investissez, supposez que le marché peut chuter de 30%, comme en 2008 ou 2020, et assurez-vous que cela ne vous ruinera pas. Ouzel cite Warren Buffett, je ne prends jamais un risque qui pourrait me mettre à zéro. Buffett garde toujours des milliards en liquide, une marge pour survivre à n'importe quelle crise. Ouzel raconte une histoire personnelle. Quand il a commencé à investir, il mettait tout son argent dans des actions, pensant que c'était rationnel. Mais pendant la crise de 2008, il a vu ses investissements perdre 40% en un mois. Il n'avait aucune marge, s'il avait eu besoin d'argent, il aurait dû vendre à perte. Depuis, il garde 20% de son portefeuille en liquide ou en obligations, ce qui lui donne une marge pour attendre que le marché remonte. Ouzel conclut que la marge d'erreur est comme une assurance, elle coûte un peu, moins de rendement, moins de dépenses, mais elle protège contre le désastre. Dans un monde plein de surprises, ceux qui ont une marge restent dans le jeu, tandis que ceux sans marge risquent de tout perdre. La finance n'est pas un sprint, c'est un marathon, et la marge vous aide à atteindre la ligne d'arrivée. Chapitre 14, vous allez changer. Ce chapitre explore pourquoi nos priorités financières changent avec le temps, et pourquoi il faut éviter les décisions extrêmes qui pourraient devenir des regrets. Ouzel explique que nos goûts, nos besoins, et nos objectifs évoluent, et une bonne stratégie financière doit être flexible pour s'adapter. Ouzel commence avec une anecdote personnelle. À 20 ans, il voulait une voiture de sport, comme une Porsche, car il pensait que cela lui donnerait du prestige. À 30 ans, marié et père de famille, il préférait une camionnette pratique pour transporter ses enfants. À 20 ans, il aimait prendre des risques en bourse, achetant des actions d'entreprises technologiques. À 30 ans, il voulait des investissements sûrs, comme des fonds indiciels, pour protéger sa famille. Ouzel explique que ce changement est normal, nos vies évoluent, et nos priorités financières suivent. Ouzel donne un exemple historique, John D. Rockefeller, l'homme le plus riche du monde au début du XXe siècle. À 30 ans,
Rockefeller était obsédé par l'argent, travaillant 16 heures par jour pour construire Standard Oil. À 50 ans, il était milliardaire, mais il donnait des millions à des œuvres de charité, comme des écoles et des hôpitaux. À 70 ans, il vivait simplement, jouant au golf et lisant. Ce qui comptait pour lui à 30 ans, la richesse, n'était plus important à 70 ans, la paix. Ouzel explique que tout le monde change ainsi, mais on l'oublie quand on prend des décisions financières. Ouzel raconte l'histoire d'un homme qu'il a rencontré, un banquier nommé Tom. À 25 ans, Tom a investi tout son argent dans une start-up technologique, pensant devenir millionnaire. La start-up a échoué, et il a tout perdu. À 40 ans, Tom regrettait ce choix, car il aurait préféré économiser pour acheter une maison. À 25 ans, il voyait l'avenir comme une aventure, à 40 ans, il voulait de la stabilité. Ouzel explique que Tom n'était pas stupide à 25 ans, mais il n'avait pas prévu qu'il changerait. Ouzel donne un autre exemple, les prêts étudiants. Aux États-Unis, les étudiants empruntent en moyenne 35 000 $ pour leurs études. À 18 ans, ils pensent « Je serai avocat, je gagnerai 150 000 $ par an », ce prêt n'est rien. Mais à 30 ans, beaucoup ne gagnent que 50 000 $, et leur prêt est un fardeau. Ils regrettent d'avoir emprunté autant, car leurs priorités ont changé, ils veulent une maison, une famille, pas une dette. Ouzel cite une statistique, 20% des Américains avec des prêts étudiants regrettent leur emprunt, car ils ne s'attendaient pas à changer d'avis sur leur carrière. Ouzel propose 2 conseils pour gérer ce changement. Premièrement, évitez les décisions extrêmes. Par exemple, ne mettez pas tout votre argent dans une seule action, ne vous endettez pas au maximum, et ne pariez pas tout sur un rêve, comme devenir riche avec une start-up. Ces choix sont risqués, car ils supposent que vous aurez les mêmes priorités dans 10 ans. Deuxièmement, restez flexible. Par exemple, économisez pour des objectifs généraux, sécurité, liberté, plutôt que pour des choses précises, une voiture, un voyage. Ouzel cite l'investisseur Charlie Munger, partenaire de Buffett, la première règle de la richesse est de ne pas se mettre dans un coin. Une stratégie flexible comme un fonds indiciel ou un compte d'épargne vous donne des options, peu importe comment vous changez. Ouzel raconte une autre histoire, celle d'une femme nommée Lisa, qui voulait être actrice à 20 ans. Elle a dépensé tout son argent pour des cours de théâtre et des voyages à Los Angeles. À 35 ans, elle était enseignante et voulait acheter une maison, mais elle n'avait pas d'économie. Elle regrettait d'avoir tout misé sur un rêve qui n'était plus le sien. Ouzel explique que Lisa aurait pu être plus flexible, économiser une partie de son argent tout en poursuivant son rêve, ce qui lui aurait donné des options plus tard. Ouzel conclut que changer est humain, et une bonne stratégie financière l'accepte. Ne prenez pas de décision qui suppose que vous serez la même personne dans 20 ans. Économisez, diversifiez, et restez flexible pour que votre argent suive vos priorités, quelles qu'elles deviennent. La finance est un voyage, et vous devez pouvoir changer de direction sans tout perdre. Chapitre 15. Rien n'est gratuit. Ce chapitre explique que tout en finance a un prix, même si ce n'est pas en argent. Investir, économiser, ou prendre des risques demande du temps, du stress, ou de l'incertitude. Ouzel soutient que comprendre ses coûts cachés aide à prendre de meilleures décisions. Ouzel commence avec une analogie, aller au restaurant. Vous payez pour le repas, mais il y a aussi des coûts cachés, le temps pour y aller, l'énergie pour choisir le menu, ou les calories si vous mangez trop. En finance, c'est pareil. Par exemple, investir en bourse peut rapporter 7% par an, mais le coût est l'incertitude, le marché peut chuter de 30% demain, et vous devez supporter ce stress. Ouzel cite une phrase de l'investisseur Charlie Munger, « Tout ce qui vaut la peine d'être eu a un prix, et le prix est toujours plus élevé qu'on ne le pense. » Ouzel donne l'exemple des actions. Entre 1928 et 2020, le marché boursier américain a rapporté en moyenne 7% par an, après inflation. Mais ce rendement n'est pas gratuit. Le coût est la volatilité, en moyenne, le marché chute de 10% une fois par an, de 20% une fois tous les 5 ans, et de 30% une fois par décennie. En 2008, il a perdu 50%. Pour gagner 7%,
vous devez accepter de voir votre argent diminuer temporairement, parfois pendant des années. Ouzel raconte l'histoire d'un ami qui a investi 50 000 $ en 2007. En 2009, son portefeuille valait 25 000 $ et il a vendu, pensant que la bourse était un piège. En 2020, s'il avait attendu, ces 50 000 $ auraient valu 150 000 $. Cet ami n'a pas payé le prix de la patience, et il a perdu. Ouzel donne un autre exemple, lancer une entreprise. Créer une start-up peut rendre riche, comme Jeff Bezos avec Amazon. Mais le coût est énorme, des années de travail sans salaire, du stress, des échecs et des sacrifices personnels. Ouzel cite une statistique, 90% des start-up s'échouent dans les 5 ans. Les 10% qui réussissent, comme Airbnb ou Uber, demandent à leurs fondateurs de travailler 80 heures par semaine, de risquer leur argent, et de supporter l'incertitude. Ouzel raconte l'histoire d'un entrepreneur qu'il connaît, qui a lancé une application mobile. Cet homme a travaillé 3 ans sans revenu, vivant avec ses économies. L'application a échoué, et il a dû trouver un emploi. Il ne regrettait pas, car il avait appris, mais il a payé un prix élevé, temps, argent, stress. Ouzel explique que même économiser a un coût. Par exemple, pour économiser 500 $ par mois, vous devez renoncer à des dépenses des vacances, un nouveau téléphone, ou des sorties. Ce sacrifice est le prix de la sécurité future. Ouzel cite son propre cas. Pour économiser 20% de son salaire, il vit dans une maison plus petite que ce qu'il pourrait acheter et conduit une voiture d'occasion. Ce n'est pas toujours amusant, mais c'est le prix pour avoir des économies et des investissements. Ouzel donne un exemple historique, les obligations d'État. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains achetaient des « war bonds » pour financer l'armée. Ces obligations rapportaient 2% par an, mais le coût était latente, l'argent était bloqué pendant 10 ans. Beaucoup de gens trouvaient cela difficile, mais ceux qui ont attendu ont récupéré leur argent avec des intérêts, et ont contribué à la victoire. Ce prix la patience était clair dès le début. Ouzel propose une façon de penser, chaque décision financière est un échange. Vous payez avec du temps, attendre un rendement, du stress, supporter les baisses, ou des sacrifices, moins dépenser. La clé est de connaître ce prix et de décider si vous êtes prêt à le payer. Par exemple, investir dans un fonds indiciel est simple, mais le prix est d'accepter des fluctuations. Ouzel cite l'investisseur Peter Lynch, le secret de la bourse, c'est de ne jamais paniquer, même quand tout semble perdu. Ceux qui paient ce prix la patience et le calme récoltent les récompenses. Ouzel conclut que rien en finance n'est gratuit, mais les coûts cachés ne sont pas des punitions, ils sont des investissements. En comprenant ces prix temps, stress, sacrifices, vous pouvez choisir des stratégies qui correspondent à votre vie. La finance est un jeu de patience et d'endurance, et ceux qui paient le prix gagnent sur le long terme. Chapitre 16, les croyances financières. Ce chapitre explore pourquoi nos croyances sur l'argent sont souvent basées sur des expériences personnelles, pas sur des faits universels. Morgan Ouzel explique que chacun a une vision unique de l'argent, façonnée par son passé, et que comprendre ses croyances aide à prendre de meilleures décisions financières. Ouzel commence par une idée clé, l'argent est un sujet émotionnel, pas seulement mathématique. Par exemple, 2 personnes peuvent regarder la même action en bourse et avoir des réactions opposées. L'une pense, c'est une opportunité, j'achète. L'autre pense, c'est trop risqué, je passe. Ces différences viennent de leur histoire. Quelqu'un qui a grandi pendant une crise économique, comme la Grande Dépression des années 1930, voit l'argent comme fragile et préfère économiser. Quelqu'un qui a grandi dans les années 1990, pendant une période de prospérité, voit l'argent comme abondant et prend plus de risques. Ouzel cite une étude, les gens qui ont vécu une récession avant 30 ans investissent moins en bourse toute leur vie, car ils associent les actions à la perte. Ouzel raconte une anecdote personnelle. Quand il était enfant, son père lui a appris à économiser en mettant des pièces dans une tirelire. À 10 ans, il a acheté sa première action, une entreprise de jouets, avec 50 $ économisés. L'action a doublé en 1 an, et il était enthousiaste. Mais à 15 ans,
il a investi dans une start-up technologique qui a fait faillite. Ses expériences ont façonné sa vision, il aime investir, mais il est prudent, car il sait que tout peut disparaître. Ouzel explique que chacun a des histoires comme celle-ci, qui forment des croyances profondes sur l'argent. Il donne l'exemple de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus riches du monde. Buffett a grandi pendant la Grande Dépression, quand les entreprises fermaient et les gens perdaient tout. À 10 ans, il lisait des livres sur la bourse à la bibliothèque, fasciné par les chiffres. Ses expériences l'ont rendu patient et prudent. Buffett achète des entreprises solides, comme Coca-Cola, et les garde pendant des décennies, car il croit que le temps réduit les risques. Ouzel contraste Buffett avec des investisseurs des années 2000, qui ont grandi pendant la bulle Internet. Ces jeunes prenaient des risques énormes, achetant des actions de start-ups sans profit, car ils croyaient que tout monterait toujours. En 2001, quand la bulle a éclaté, beaucoup ont tout perdu, car leur croyance était basée sur une période courte et exceptionnelle. Ouzel donne un autre exemple, les Japonais. Entre 1950 et 1990, l'économie japonaise a grandi à une vitesse incroyable, devenant la deuxième plus grande du monde. Les actions et l'immobilier semblaient ne jamais baisser. Les Japonais croyaient que l'investissement était une voie vers la richesse. Mais en 1990, la bourse japonaise s'est effondrée, perdant 50% en 2 ans, et l'économie a stagné pendant 30 ans. Aujourd'hui, les jeunes Japonais investissent peu, préférant garder leur argent en liquide, car ils ont grandi dans un monde où la bourse semblait dangereuse. Ouzel explique que ces croyances sont logiques pour eux, même si elles semblent étranges à un Américain. Ouzel propose une solution, examiner ses croyances. Par exemple, si vous pensez que la bourse est un casino, demandez-vous pourquoi. Peut-être avez-vous vu un parent perdre de l'argent, ou lu une histoire de krach. Ensuite, comparez cette croyance à des faits. Depuis 1928, le marché boursier américain a rapporté 7% par an en moyenne, malgré des crises. Cela ne garantit pas l'avenir, mais ça montre que la bourse n'est pas un jeu de hasard. Ouzel cite une phrase, « Vos expériences personnelles représentent 0,0000001% de ce qui s'est passé dans le monde, mais 80% de ce que vous pensez du monde. » Comprendre cela aide à ajuster ses croyances. Ouzel raconte l'histoire d'une femme nommée Claire, qu'il a rencontrée lors d'une conférence. Claire refusait d'investir, car son grand-père avait perdu sa fortune dans le krach de 1929. Elle gardait tout son argent à la banque, même si l'inflation réduisait sa valeur. Ouzel lui a montré des données, sur 50 ans, un fonds indiciel aurait transformé $10 000 en $200 000, contre $15 000 à la banque. Claire a commencé à investir doucement, en mettant 10% de son argent en bourse. Cette expérience montre qu'on peut changer ses croyances en apprenant. Ouzel conclut que les croyances financières ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont juste personnelles. Mais pour mieux gérer son argent, il faut les questionner et les ajuster à la réalité. Cela demande de la curiosité et de l'ouverture, mais ça permet de prendre des décisions plus équilibrées, entre l'émotion et les faits. Chapitre 17, la séduction du pessimisme. Ce chapitre explique pourquoi les mauvaises nouvelles financières attirent plus l'attention que les bonnes, et pourquoi le pessimisme semble plus intelligent que l'optimisme. Ouzel montre que, malgré les crises, l'économie progresse sur le long terme, et qu'un optimisme prudent est une meilleure stratégie. Ouzel commence avec une observation, les journaux parlent plus des krachs, des récessions, et des scandales que des progrès économiques. Par exemple, en 2008, la crise financière a dominé les médias pendant des mois, avec des titres comme « La fin du capitalisme » ou « Les banques s'effondrent ». Mais quand le marché boursier a rebondi en 2009, gagnant 30%, les journaux en ont à peine parlé. Ouzel explique que le pessimisme est plus séduisant, car il semble plus sérieux. Dire « tout va mal » attire l'attention, tandis que dire « tout va bien » semble naïf. Ouzel donne un exemple historique, les prédictions économiques. En 1960, un économiste célèbre, Herman Kahn, a prédit que les États-Unis deviendraient plus riches d'ici 2000, avec des semaines de travail plus courtes et plus de loisirs. Il avait raison,
Le PIB par habitant a triplé, et les Américains travaillent en moyenne 10 heures de moins par semaine qu'en 1960. Mais à l'époque, on s'est moqué de lui, car il semblait trop optimiste. À l'inverse, les économistes qui prédisaient des catastrophes, comme une guerre nucléaire ou une famine mondiale, étaient pris au sérieux, même s'ils se trompaient. Ouzel cite une étude, 80% des prédictions économiques entre 1970 et 2020 étaient pessimistes, mais l'économie a grandi dans 90% des cas. Ouzel explique pourquoi le pessimisme est si puissant. D'un point de vue psychologique, les humains sont programmés pour remarquer les dangers. Dans la nature, ignorer une menace, comme un lion, pouvait tuer. Ignorer une bonne nouvelle, comme un arbre fruitier, était moins grave. En finance, c'est pareil. Une chute de 30% en bourse fait peur, car elle menace vos économies. Une hausse de 30% est agréable, mais elle ne déclenche pas la même urgence. Ouzel raconte une anecdote. Pendant la crise de 2008, il recevait des appels paniqués d'amis qui voulaient vendre leurs actions. En 2010, quand le marché a doublé, personne ne l'appelait pour fêter. Le pessimisme domine, car il semble protecteur. Ouzel donne un autre exemple, les experts financiers. Les analystes qui prédisent des cracks sont souvent invités à la télévision, car ils attirent l'audience. Par exemple, en 2010, un économiste a prédit que l'euro s'effondrerait d'ici 2012. Il était partout dans les médias, mais l'euro existe toujours. À l'opposé, les optimistes, qui disent « la bourse va monter sur 20 ans », passent inaperçus, car ils semblent ennuyeux. Pourtant, ils ont souvent raison. Depuis 1900, le marché boursier américain a augmenté dans 80% des années, malgré 2 guerres mondiales, une dépression, et plusieurs crises. Ouzel raconte l'histoire d'un investisseur nommé John, qu'il a rencontré en 2015. John refusait d'investir en bourse, car il croyait que l'économie s'effondrerait bientôt, à cause de la dette nationale américaine, 20 000 milliards de dollars à l'époque. Il gardait son argent en liquide, pensant que c'était plus sûr. Entre 2015 et 2020, la bourse a gagné 70%, et John a manqué cette croissance. Ouzel explique que John était séduit par le pessimisme, car il semblait prudent. Mais sur le long terme, le pessimisme coûte cher, car il empêche de profiter de la croissance économique. Ouzel propose une solution, un optimisme prudent. Il ne s'agit pas de croire que tout ira toujours bien, mais de reconnaître que l'économie progresse malgré les crises. Par exemple, depuis 1800, le PIB mondial a été multiplié par 100, grâce à l'innovation, comme les vaccins, les ordinateurs et l'électricité. Les crises, comme 2008 ou 2020, sont temporaires, mais la croissance est permanente. Ouzel cite Warren Buffett, « Ne pariez jamais contre l'Amérique ». Buffett a investi pendant 80 ans, traversant des dizaines de crises, et sa fortune a grandi, car il croyait en la résilience de l'économie. Ouzel conclut que le pessimisme est séduisant, mais l'optimisme gagne sur le long terme. Pour gérer son argent, il faut ignorer les mauvaises nouvelles quotidiennes et se concentrer sur les tendances à long terme. Investir régulièrement, diversifier, et attendre permet de profiter de la croissance, même si le chemin est chaotique. La clé est de rester dans le jeu, sans se laisser séduire par la peur. Chapitre 18. Tout est dans votre tête. Ce chapitre explique que la richesse est relative, ce qui compte, c'est comment vous vous sentez par rapport à votre argent, pas combien vous en avez. Ouzel montre que la satisfaction financière dépend de vos attentes et de votre façon de voir les autres, pas d'un chiffre sur votre compte bancaire. Ouzel commence avec une anecdote sur un ami, un avocat nommé Mark, qui gagnait 500 000 $ par an. Mark vivait dans une maison de 5 millions de dollars à Los Angeles, conduisait une Porsche, et envoyait ses enfants dans une école privée. Mais il se sentait pauvre, car ses voisins gagnaient 2 millions par an, avaient des jets privés, et des maisons encore plus grandes. Ouzel explique que Mark était riche selon n'importe quel standard. 99% des Américains gagnent moins que lui, mais il ne se sentait pas riche, car il se comparait à ceux qui avaient plus. Ouzel donne un autre exemple, les années 1950 aux États-Unis. À l'époque, le salaire moyen était de 3 000 $ par an, et une maison coûtait 7 000 $.
Les gens vivaient avec une voiture, pas de climatisation, et peu de vacances. Aujourd'hui, le salaire moyen est de 50 000 $ et une maison coûte 250 000 $. Les Américains ont des smartphones, des télévisions géantes, et voyagent plus. Objectivement, ils sont plus riches. Mais beaucoup se sentent moins bien, car ils se comparent à des célébrités ou des influenceurs sur Instagram, qui montrent des vies parfaites. Ouzel cite une étude, 40% des Américains disent qu'ils ne sont pas satisfaits de leur situation financière, même si leur niveau de vie a doublé depuis 1970. Ouzel explique pourquoi cela arrive, la comparaison sociale. Les humains se jugent toujours par rapport aux autres. Dans un village il y a 1000 ans, vous vous compariez à vos voisins, qui avaient à peu près la même vie. Aujourd'hui, vous vous comparez à des milliardaires comme Elon Musk ou à des amis qui postent des photos de vacances. Ces comparaisons augmentent vos attentes, et même si vous avez plus, vous voulez encore plus. Ouzel raconte l'histoire d'un collègue qui a acheté une montre Rolex à 10 000 $. Il était heureux pendant une semaine, puis il a vu un ami avec une montre à 50 000 $ et s'est senti inférieur. Cette course sans fin empêche d'être satisfait. Ouzel donne un exemple historique, John D. Rockefeller, encore lui. En 1900, Rockefeller valait 1 milliard de dollars, l'équivalent de 300 milliards aujourd'hui. Il avait des manoirs, des domestiques, et contrôlait 90% du pétrole américain. Mais il n'avait pas d'antibiotiques, de climatisation, ou d'avions modernes, des choses qu'un Américain moyen a aujourd'hui. Était-il plus riche qu'un employé de bureau en 2020 ? Objectivement, non, car son niveau de vie était inférieur. Mais Rockefeller se sentait riche, car il se comparait à son époque, où la plupart des gens vivaient sans électricité. Ouzel explique que la richesse est dans la tête, c'est votre perception, pas votre argent. Ouzel propose 3 solutions pour être plus satisfait. Premièrement, arrêtez de vous comparer aux autres. Par exemple, si vous gagnez 50 000 $ par an, vous êtes dans le top 1% mondial. Concentrez-vous sur vos besoins, pas sur les possessions des autres. Deuxièmement, contrôlez vos attentes. Si vous attendez une maison de 10 millions de $, vous serez toujours déçu. Mais si vous visez une vie confortable, vous serez heureux avec moins. Troisièmement, appréciez ce que vous avez. Ouzel suggère d'écrire une liste de ce qui va bien, un travail, une famille, un toit. Cela change votre perspective. Ouzel raconte une dernière histoire, celle d'une femme nommée Emma, une enseignante qui gagnait 40 000 $ par an. Emma vivait simplement, dans un petit appartement, et économisait 10% de son salaire. Elle était heureuse, car elle ne se comparait pas aux riches. Elle disait, j'ai assez pour vivre, voyager un peu, et aider mes parents. C'est tout ce que je veux. Ouzel explique qu'Emma était riche, pas en argent, mais en satisfaction. Ouzel conclut que la richesse est un état d'esprit. Vous pouvez avoir des millions et vous sentir pauvre, ou peu et vous sentir riche. Pour gérer son argent, il faut gérer ses attentes et arrêter de courir après les autres. La vraie richesse, c'est se sentir bien avec ce qu'on a, peu importe le montant. Chapitre 19. Tout cela ensemble. Ce chapitre résume les leçons du livre en une liste de principes pour mieux gérer son argent. Ouzel explique que la finance n'est pas une science exacte, mais un ensemble de comportements et d'habitudes qui fonctionnent sur le long terme. Ouzel commence par rappeler que l'argent est un sujet humain, guidé par la psychologie. Les formules mathématiques ou les prévisions ne suffisent pas, car nos émotions peur, espoir, envie influencent nos choix. Il propose 10 leçons tirées des chapitres précédents, expliquées en détail pour montrer comment les appliquer. 1. Soyez humble, le succès financier dépend souvent de la chance et du risque, pas seulement du talent. Ouzel rappelle l'histoire de Bill Gates, qui a eu la chance d'aller à une école avec un ordinateur en 1968. Acceptez que la chance joue un rôle, et ne pensez pas que vous contrôlez tout. 2. Dites « assez », ne cherchez pas toujours plus. Ouzel cite Raja Gupta, qui valait 100 millions de $, mais a tout perdu en voulant être milliardaire. Fixez une limite à vos désirs pour protéger ce que vous avez. 3. Profitez des intérêts composés, le temps est votre meilleur allié.
Ouzel rappelle Ronald Read, qui a transformé un petit salaire en 8 millions de dollars en investissant pendant 60 ans. Commencez tôt, même avec 50 dollars par mois. 4. Rester riche. Devenir riche demande des risques, mais rester riche demande de la prudence. Ouzel cite Jesse Livermore, qui a gagné et perdu des fortunes par imprudence. Diversifier, éviter les dettes, et garder une marge. 5. Chercher les gagnants. Quelques investissements exceptionnels font la différence. Ouzel rappelle que 90% des gains de Buffett viennent de 10% de ses investissements, comme Coca-Cola. Investissez dans des fonds indiciels pour capturer ces gagnants. 6. Visez la liberté. L'argent sert à contrôler sa vie. Ouzel cite son père, qui a changé de carrière grâce à ses économies. Économisez pour dire non à ce que vous n'aimez pas et oui à ce que vous aimez. 7. Ignorez les apparences. Ne dépensez pas pour impressionner. Ouzel rappelle le paradoxe de la voiture, une Ferrari attire plus de jalousie que d'admiration. La vraie richesse est invisible, dans vos économies. 8. Économisez toujours. Épargner ne dépend pas de votre salaire, mais de votre discipline. Ouzel cite Read, qui économisait 30% de son petit salaire. Vivez en dessous de vos moyens, même si vous gagnez plus. 9. Soyez raisonnable, choisissez des stratégies qui vous conviennent, pas celles qui semblent parfaites. Ouzel rappelle sa décision de payer sa maison en liquide pour la tranquillité, même si ce n'était pas rationnel. 10. Préparez-vous aux surprises, l'avenir est imprévisible. Ouzel cite la pandémie de 2020, que personne n'avait prévue. Économisez, diversifiez, et gardez une marge d'erreur pour survivre au choc. Ouzel donne un exemple pour appliquer ses leçons. Imaginez une personne nommée Sophie, 30 ans, qui gagne 50 000 dollars par an. Sophie économise 10% de son salaire, 5 000 dollars par an, qu'elle investit dans un fonds indiciel à 7% de rendement. Elle vit simplement, sans dette, et garde 6 mois de dépenses en liquide. Elle ne se compare pas aux autres et se concentre sur sa liberté future. À 60 ans, Sophie aura environ 1 million de dollars, assez pour prendre sa retraite confortablement. Elle n'a pas besoin d'être un génie, juste de suivre ses principes. Ouzel raconte une anecdote sur un collègue qui a tout perdu en 2008, car il n'avait ni économie ni diversification. Ce collègue a appris sa leçon, il économise maintenant 15% de son salaire et investit dans des fonds indiciels. En 2020, il avait assez pour acheter une maison sans gros prêt. Ouzel explique que ces leçons sont simples, mais puissantes, car elles s'appuient sur le comportement, pas sur des calculs complexes. Ouzel conclut que gérer son argent, c'est gérer sa psychologie. Les principes de ce chapitre humilité, patience, discipline ne garantissent pas la richesse, mais ils augmentent vos chances de succès. La finance est un voyage, et ses règles sont une carte pour naviguer. Chapitre 20, Confession. Ce chapitre est une réflexion personnelle où Ouzel partage ses propres croyances et pratiques financières, pour montrer comment appliquer les leçons du livre. Il explique que ses choix sont façonnés par son passé, comme ceux de tout le monde, et ne sont pas parfaits, mais raisonnables pour lui. Ouzel commence par son histoire. Il a grandi dans une famille de classe moyenne, avec un père médecin et une mère enseignante. À 16 ans, il a travaillé comme employé de fast-food, gagnant 5 dollars de l'heure. Il économisait la moitié de son salaire, car ses parents lui avaient appris à ne pas tout dépenser. À 18 ans, il a investi ses économies dans des actions, fasciné par la bourse. Pendant la crise de 2008, il a perdu 30% de son argent, mais il n'a pas vendu, car il croyait en la reprise. En 2020, ses investissements valaient 10 fois plus qu'en 2008. Ses expériences l'ont rendu prudent, mais optimiste. Ouzel partage ses pratiques financières. Épargne, il économise 20% de son revenu, qu'il met dans des fonds indiciels et des obligations. Il garde 6 mois de dépenses en liquide pour les urgences. Dépenses, il vit dans une maison modeste, conduit une voiture d'occasion, et évite les achats de luxe. Il préfère dépenser pour des voyages et des expériences avec sa famille. Investissement, 80% de son portefeuille est dans des fonds indiciels, qui suivent le S&P 500.
Les 20% restants sont dans des actions individuelles, mais il limite les risques. Dette, il n'a pas de dette, sauf un petit prêt hypothécaire à taux fixe. Il a payé une grande partie de sa maison en liquide pour réduire le stress. Objectif, son but est la liberté, pas la richesse. Il veut pouvoir travailler par choix, pas par nécessité, et passer du temps avec ses enfants. Ouzel donne un exemple de décision récente. En 2019, il a envisagé d'acheter une maison plus grande, mais il a calculé que cela doublerait son prêt et réduirait ses économies. Il a décidé de rester dans sa maison actuelle, car la tranquillité d'esprit valait plus qu'une maison impressionnante. Cette décision reflète ses croyances, la sécurité avant l'apparence. Ouzel raconte une erreur passée. À 25 ans, il a investi $5 000 dans une start-up énergétique, pensant qu'elle serait le prochain Tesla. La start-up a fait faillite en 1 an. Il a appris à ne pas parier sur des rêves, mais à diversifier et attendre. Cette leçon l'a poussé à investir dans des fonds indiciels, qui sont moins excitants, mais plus sûrs. Ouzel explique que ces choix ne sont pas universels. Quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté peut préférer garder plus de liquide, par peur de tout perdre. Quelqu'un qui a grandi riche peut prendre plus de risques, car il a un filet de sécurité. Ouzel cite une phrase, « Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de gérer son argent, seulement celle qui fonctionne pour vous. » Ces pratiques fonctionnent pour lui, car elles correspondent à son histoire et ses besoins. Ouzel conclut en encourageant chacun à réfléchir à ses propres croyances. Posez-vous des questions, pourquoi est-ce que j'économise? Pourquoi est-ce que j'investis? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ces réponses vous aideront à créer une stratégie financière qui vous convient. La finance n'est pas une compétition, c'est un chemin personnel. Post-scriptum, une brève histoire de pourquoi les Américains pensent comme ils pensent. Ce post-scriptum explore pourquoi les Américains ont une relation unique avec l'argent, basée sur leur histoire. Ouzel explique que les États-Unis sont un pays jeune, avec une économie qui a changé rapidement, et que cela influence la psychologie financière de ses habitants. Ouzel commence avec les années 1800. À l'époque, les États-Unis étaient un pays rural, avec 90% de la population vivant de l'agriculture. L'argent était rare, et la plupart des gens vivaient de troc ou de petits salaires. La richesse était concentrée chez quelques industriels, comme John D. Rockefeller ou Andrew Carnegie, qui contrôlaient le pétrole et l'acier. Cette époque a créé une croyance, la richesse vient du travail dur et de l'audace, pas de la chance. Ouzel cite l'écrivain Horatio Alger, dont les livres racontaient des histoires de pauvres devenant riches par effort. Ces histoires ont façonné l'idée du « rêve américain ». Ouzel passe aux années 1900. La révolution industrielle a transformé les États-Unis en une puissance économique. Entre 1900 et 1950, le PIB par habitant a triplé, et des inventions comme l'électricité, la voiture, et le téléphone ont amélioré la vie. Mais la Grande Dépression de 1929 a marqué les esprits. Le chômage a atteint 25%, et des millions de gens ont tout perdu. Cette crise a créé une génération prudente, qui économisait et évitait les risques. Ouzel raconte l'histoire de son grand-père, qui gardait des billets sous son matelas, car il ne faisait pas confiance aux banques après 1929. Ouzel arrive aux années 1950-1980, une période de prospérité. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis dominaient l'économie mondiale. Les salaires augmentaient, les maisons étaient abordables, et des lois comme le GIB l'aidaient les vétérans à devenir propriétaires. Cette époque a renforcé l'optimisme, les Américains croyaient que demain serait toujours mieux qu'aujourd'hui. Ouzel cite une statistique, en 1960, 70% des Américains pensaient que leurs enfants vivraient mieux qu'eux. Cet optimisme a poussé à consommer plus, avec des voitures, des télévisions, et des vacances. Ouzel passe aux années 1980-2000, marquées par la financiarisation. La bourse est devenue accessible à tous, grâce à des outils comme le 401k, un plan d'épargne retraite. Entre 1982 et 2000, le S&P 500 a été multiplié par 10, et des figures comme Warren Buffett sont devenues des héros. Mais cette période a aussi créé une bulle,
avec la crise Internet de 2001. Ouzel raconte l'histoire d'un ami qui a investi dans des startups technologiques en 1999, pensant devenir millionnaire. Il a tout perdu en 2001, une leçon sur les dangers de l'euphorie. Ouzel arrive à la crise de 2008, qui a secoué la confiance. Les prix des maisons ont chuté de 30%, le chômage a doublé, et beaucoup ont perdu leurs économies. Cette crise a rendu les jeunes Américains, les millénials, plus prudents. Ouzel cite une étude, 60% des millénials préfèrent garder leur argent en liquide plutôt qu'investir, contre 40% pour leurs parents. La pandémie de 2020 a renforcé cette prudence, avec 25% des Américains réduisant leurs dépenses. Ouzel explique que ces périodes ont créé des croyances variées. Les plus âgés, marqués par la dépression, valorisent l'épargne. Les baby-boomers, nés dans les années 1950, croient en la consommation et la bourse. Les millénials, touchés par 2008 et 2020, cherchent la sécurité. Ces différences montrent que la psychologie financière des Américains est un mélange d'optimisme, le rêve américain, et de peur, les crises. Ouzel conclut que comprendre cette histoire aide à comprendre ses propres croyances. Les Américains pensent que l'argent est une récompense pour l'effort, mais aussi une source de risque. Pour gérer son argent, il faut équilibrer ces deux idées, prendre des risques calculés, économiser pour les crises, et croire en l'avenir sans être naïf. Cette leçon s'applique à tous, pas seulement aux Américains, car l'histoire façonne nos croyances, où qu'on vive.